la une de l'actualité de ce jeudi 14 novembre, célébration de la journée mondiale du diabète. Thème retenu cette année, protégeons notre futur. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle a lieu à Agboville, dans le sud du pays. Le diabète touche plus de 350 millions de personnes dans le monde. La Côte d'Ivoire marque encore de bons points pour son éligibilité au MCC, Millennium Challenge Corporation. 9 indicateurs passent au vert cette année, dont le contrôle de la corruption, critère obligatoire. Aux Philippines, 6 jours après le passage du typhon Haiyan, les besoins sont immenses. Malgré l'aide internationale qui commence à arriver sur place, la faim et la sécurité gagnent du terrain. Voilà pour les principaux points de ce 13h. Bonjour et merci d'être avec nous sur RTI 1. La nouvelle est tombée ce matin. Un prêtre français a été enlevé dans le nord du Cameroun. Un prêtre français donc a été enlevé dans la nuit de mercredi à jeudi par des individus non identifiés. Pour l'heure, aucune revendication et pas plus d'informations sur les raisons de cet enlèvement. Le monde entier célèbre aujourd'hui, 14 novembre, la lutte contre le diabète. Protégeons notre futur, c'est le thème de cette journée mondiale. En Côte d'Ivoire, la célébration a lieu à Agboville. Un espace de diabétologie y a été ouvert pour l'occasion. Le message du gouvernement avec Michel Mambo. 14 novembre, journée mondiale de lutte contre le diabète. Occasion de sensibiliser les populations sur les dangers de la maladie. Environ 366 millions de personnes en font les frais dans le monde et les enfants ne sont pas épargnés. 78 millions d'entre eux sont touchés, d'où le thème choisi cette année. Le slogan de cette journée, « Protégeons notre futur », met le focus sur la jeunesse et plus particulièrement sur les enfants diabétiques en règle insulinodépendants et qui font de plus en plus un diabète de type 2, généralement observé chez l'adulte. Une unité de prise en charge dédiée aux enfants diabétiques sera donc ouverte prochainement au sein de l'Institut national de santé publique pour une prise en charge spécifique de cette frange vulnérable de la population. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est estimé à 5,7%. Des résultats encourageants sont toutefois enregistrés, notamment l'amélioration de la qualité de la prise en charge et la réduction du prix de l'insuline. Mais le gouvernement n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Le gouvernement s'engage à redoubler d'efforts dans la lutte contre le diabète. J'invite alors les populations à prendre part aux différentes campagnes de dépistage gratuit du diabète et à fréquenter régulièrement les centres de diabétologie mis à leur disposition. C'est la ville d'Agboville qui a été choisie cette année pour la célébration officielle de la Journée mondiale de la lutte contre le diabète. Et puis, en faveur de cette journée, le dépistage du diabète s'invite en entreprise. Les agents de la Direction générale des impôts ont été dépistés gratuitement. C'est une initiative de leur mutuelle avec l'appui de l'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Honorine Nigori. Sur 1 million de diabétiques en Côte d'Ivoire, seulement 60 000 sont pris en charge par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, selon l'association Obésité et Diabète. Les autres malades se soignent à leurs propres frais. C'est donc pour lutter contre cette pandémie que la mutuelle des agents de la Direction générale des impôts a organisé cette journée de dépistage gratuit au profit de son personnel. Un diabète mieux dépisté, on peut mieux le soigner. C'est pour cela que nous avons décidé de faire, à l'occasion de la journée mondiale du diabète, de faire ce dépistage pour un bon rendement des agents sur leur lieu de travail. Ce médecin nous parle des symptômes du diabète et des précautions à prendre pour l'éviter. Le diabète se manifeste par une envie d'uriner beaucoup, surtout la nuit. On boit beaucoup, on a une fatigue générale et puis deux fois le malade maigrit sans signification. Ce qu'il doit éviter de faire, c'est d'éviter tous les aliments qui sont interdits. Tout ce qui est sucré, les boissons alcoolisées, les pâtisseries. Conseil bien appliqué par ce malade diabétique qui trouve l'initiative de son employeur salutaire. Il faut toujours faire le dépistage pour savoir qu'on est malade. Moi, mon cas, c'était depuis 2004, lors d'une visite, qu'on a détecté que j'avais le diabète. Et j'ai commencé à suivre le régime. En tout cas, ce n'est pas facile, mais il faut s'y mettre.
Cette journée de dépistage gratuit vise à réduire les dépenses de santé des mutualistes. Une autre journée célébrée. Demain 15 novembre marque la journée nationale de la paix. Des activités pour célébrer cette journée sont prévues partout dans le pays. La Côte d'Ivoire sur la bonne voie pour être éligible au Millennium Challenge Corporation, MCC. 9 indicateurs sont passés au vert cette année contre 5 en 2012, avec en prime la satisfaction de l'indicateur obligatoire et éliminatoire relatif au contrôle de la corruption. Victorine Yaoyoboy. Un pas de plus vers l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au Millennium Challenge Corporation, MCC, au vu des résultats obtenus cette année. Sur la vingtaine d'indicateurs à satisfaire, 9 sont au vert, à savoir l'inflation, la politique commerciale, le genre dans l'économie, la création d'entreprises, le taux de vaccination, la santé de l'enfant, les dépenses publiques au niveau du cycle primaire, la protection des ressources naturelles et le contrôle de la corruption. Et le Comité national pour le MCC est déterminé à poursuivre sur cette lancée. Pour cela, nous devons, au titre de l'année 2014, orienter nos efforts, d'une part vers le maintien au vert des 9 critères jugés satisfaisants, et d'autre part vers la mise en œuvre progressive mais rapide des actions nécessaires pour satisfaire les autres critères restés au rouge. Dans cette perspective et à court terme, nous devons améliorer la communication sur certains indicateurs jugés pour l'heure non satisfaisants et cependant pour lesquels les réformes où des actions importantes ont déjà été réalisées par le gouvernement. Il s'agit notamment de la liberté d'information, des droits politiques, des libertés civiles, de la politique fiscale et l'accès au crédit. Les retombées des efforts consentis ne se sont pas fait attendre, puisque pour la première fois depuis 2004, le rapport Doing Business classe la Côte d'Ivoire parmi les 10 pays ayant fait le plus de réformes au monde. Le mois prochain, le Comité national pour le MCC se rend aux États-Unis pour faire évaluer les résultats obtenus et espérer l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au Millennium Challenge Corporation. Si c'est le cas, la Côte d'Ivoire va bénéficier d'un don de 500 milliards de francs CFA de l'État américain, de quoi financer le développement du pays. Un conseil des ministres va se tenir dans l'après-midi de ce jeudi au palais présidentiel. Il sera présidé par le chef de l'État. Exercice grandeur nature de maîtrise d'incendie à la Gestoci, la société de gestion des stocks pétroliers en Côte d'Ivoire procède ainsi à l'évaluation de son équipe de sécurité incendie et du matériel disponible. L'exercice est mensuel. Il vise à garantir une sécurité maximale sur le site. Doigt des lasers. Le but de cet exercice est de circonscrire l'incendie déclenché dans le bac B17 de la Gestoci, société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire. Une fois le feu signalé, l'équipe interne de sécurité incendie procède à l'évacuation du personnel hors du site. Très rapidement, des cellules de gestion des opérations sont mises en place pour coordonner les interventions des agents de secours sur le site sinistré. Nous avons le DOI, qui est la direction de l'opération interne, qui est la partie de conception de tout ce qui est lutte contre le feu sur le terrain. Ensuite, nous avons le PC, qui est le poste de commandement, là où est définie toute la stratégie d'intervention au niveau des installations que nous proposons au niveau du DOI qui valide. Nous avons des agents qui sont sur le terrain, qui sont à cheval entre la partie interventionniste et la partie, disons, PC, conception des différentes stratégies pour l'extinction du feu. Et à nous, le temps, nous avons pu constituer le feu. Cet exercice, selon le directeur des opérations, Christian Elogne Eba Koutouan, vise à évaluer la compétence interne en matière de lutte contre les incendies et tester également le matériel mis à disposition pour des interventions de première nécessité. Aujourd'hui, c'est l'exercice grandeur nature qui nous permet donc d'anticiper, de faire en sorte que nous soyons nous-mêmes sûrs de nous en cas de sinistre. Comment nous sommes outillés? Est-ce que nous avons les moyens de faire face efficacement à un feu? Plusieurs acteurs de sécurité incendie sont associés à cet exercice. Ils apportent un secours supplémentaire pour contribuer à circonscrire le sinistre en cas de besoin. Une fois le feu maîtrisé, une conférence de presse est organisée et chaque acteur devra faire des observations et proposer des aménagements pour l'exercice futur.
Recenser les problèmes rencontrés et les défis liés à la météorologie mondiale, c'est tout le sens de la rencontre ouverte hier dans la capitale ivoirienne. Pendant 3 jours, les experts de la question vont réfléchir à la mise en œuvre d'un système mondial d'observation. La maîtrise des changements climatiques constitue un défi majeur. Pour faire face aux risques hydrométéorologiques et aux catastrophes naturelles, les services météorologiques sont engagés au premier plan. Ils doivent pouvoir jouer pleinement leur partition dans la résolution des nombreux problèmes climatiques auxquels se trouve confrontée la sous-région ouest-africaine. Réunis à Abidjan pendant ces 4 jours, il s'agira pour les spécialistes d'intégrer toutes les structures et centres de recherche à un seul système d'observation, le WIGOS. Ça fait 4 ans de cela que nous avons commencé un certain nombre d'études, de recherches. C'est pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire, compte tenu de la position stratégique que la Côte d'Ivoire occupe. L'Organisation météorologique mondiale, la OMM, de pair avec la Sodexam, entend répondre de manière efficace, coordonnée et durable aux défis imposés par les changements climatiques. À l'issue de la stratégie qui sera mise en place, comment la Côte d'Ivoire peut aboutir à une meilleure prévision des phénomènes météorologiques et du climat, pour permettre aux paysans, par exemple, de pouvoir s'adapter à l'évolution des changements climatiques. La problématique du changement climatique, les calamités en tout genre et leurs conséquences désastreuses sur le quotidien des populations nécessitent une amélioration des systèmes d'observation de l'atmosphère. Le gouvernement ivoirien s'engage aux côtés des autres pays africains à participer au développement de la météorologie. Comment élaborer un budget? Quels sont les instruments pour l'analyser? Des questions qui font l'objet d'une formation de journalistes et c'est une initiative de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI, avec l'appui du PNUD. Après les journées de la solidarité, le Salon de la solidarité, ces événements dédiés à la solidarité dans le pays sont une occasion pour l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire d'évoquer la question de l'apport de la presse dans la consolidation de la solidarité nationale. Ils ont abordé la question avec le ministre de la Solidarité. La solidarité, gage d'une paix durable. C'est ce qui ressort de ce déjeuner débat entre la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, et l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Thème choisi, l'apport de la presse dans la consolidation de la solidarité nationale et de la cohésion sociale. Une rencontre initiée dans le cadre de la Semaine de la solidarité. Anne Ouloto reconnaît le rôle important de la presse. Elle exhorte les journalistes à plus de responsabilités. Ils sont des médiateurs de l'information et ils sont chargés donc de donner l'information aux Ivoiriens, aux populations, à l'opinion, de donner la vraie information et cela selon justement les principes, n'est-ce pas, qui régissent le métier de journaliste. La responsabilité du journaliste doit être aussi participative, selon Abel Douali, conférencier du jour. Le journaliste, dans sa volonté d'informer, peut contribuer en faisant preuve de responsabilité, en faisant appel à ce qu'on appelle la responsabilité éthique. Le journaliste donc peut contribuer à renforcer la paix sociale, à renforcer la cohésion sociale, la solidarité nationale, la réconciliation, toutes les valeurs donc qui contribuent à créer une société harmonieuse. Les journalistes, mais aussi tous les acteurs sociaux pour une société plus harmonieuse. Un message à réitérer à la Journée nationale de la paix le 15 novembre. Voilà, c'était un reportage signé Ami Sissoko et Grace Kando sur la participation du journaliste à la solidarité nationale. Et puis, l'organisation non gouvernementale Action pour le développement et la protection de la famille s'inscrit aussi dans cette dynamique d'aide aux enfants en difficulté. 5 écoles de Biankouma viennent de recevoir des kits scolaires pour une valeur de plus de 11 millions de francs CFA. Le reportage de Thérèse Tapeyoboué. Les villages de Gombélé, Guienlé, Lema et Ouagonople, dans la sous-préfecture de Biankouma, sont les bénéficiaires du don de l'ONG Action pour le développement et la protection de la famille. Ce projet a été initié par l'ONG pour venir en aide à plus de 1500 enfants de la région du Tonki qui éprouvent des difficultés à se rendre à l'école, faute de moyens financiers des parents. Il se trouve qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a des parents qui n'arrivent même pas à avoir 100 francs
ne serait 100 francs pour acheter un bic pour que son enfant parte à l'école. Donc du coup, nous avons été interpellés. Au total, 1500 kits composés essentiellement de faits scolaires, de matériel d'entretien, de kits sportifs, une banque de livres pour constituer une bibliothèque ont été offerts à 5 écoles de la région. La remise des kits aux enfants, surtout aux élèves de Gombelo, est une première dans la région de Biancouma. Cela permettra aux enfants d'aller à l'école. Les enseignants n'ont pas été oubliés. Ils ont reçu des kits pour un meilleur encadrement des élèves, le tout pour une valeur de 11 700 000 francs. Les principes et droits fondamentaux du travail, outils de paix sociale et de bon rendement du travailleur en entreprise, le Bureau international du travail renforce les capacités des gestionnaires des ressources humaines en la matière. Le reportage de Waka Davila et Franck Wadio. La prise en compte de la dimension humaine à travers le respect des droits au travail est une mesure importante pour l'amélioration de la productivité et la performance de l'entreprise. Mais pour que cette mesure soit effectivement prise en compte, le programme d'appui à la mise en œuvre de la déclaration PAMODEC, créé par le Bureau international du travail BIT, envisage à former et sensibiliser les acteurs du travail sur les principes et droits fondamentaux. Il s'agit d'accompagner les acteurs à créer les conditions maximales pour la paix sociale, pour la productivité des entreprises et pour la protection des travailleurs. 3 communications présentées donc au cours de cette première journée. La déclaration de l'OIT, la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective. Enfin, la discrimination en matière d'emploi et de profession. Ces différentes communications vont permettre de bannir le travail forcé, de régulariser et maîtriser les principes éliminatoires de la discrimination. Pour le patronat ivoirien qui donc chapeaute toute cette question au nom des entreprises de Côte d'Ivoire, il s'agira pour nous donc de renforcer ces capacités-là en veillant à ce que nos gestionnaires des ressources humaines s'imprègnent davantage du contenu des conventions fondamentales de l'OIT. La Côte d'Ivoire, qui a souscrit aux objectifs de la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux, s'engage alors à les respecter et à les appliquer. Quels sont les problèmes rencontrés au quotidien par les populations déguerpies du Mont Péko? Le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant s'est rendu dans la région du Guémont afin de poser la question aux concernés. Objectif, trouver des solutions pour le mieux-être de ces populations. Thérèse Tapeyoboué. Bagowo, dans le département de Diokwe, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, et Gowo-Zanya, dans le département de Bangolo, ont accueilli Anouleto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, de localités d'accueil des ex-occupants du parc national du Mont Péko. Dans ces localités, les communautés vivent en parfaite symbiose selon leurs représentants. Ce climat de paix, résultat de la sensibilisation sur la cohésion sociale, est émaillé de nombreux problèmes, entre autres l'insuffisance des infrastructures sanitaires et éducatives, le non-accès aux vivres, l'insécurité et la question de l'insertion économique des déplacés. Autant de préoccupations soumises au ministre en charge de la solidarité. Anouleto rassure les ex-occupants du parc du Mont Péko et leurs tuteurs sur l'engagement du gouvernement à améliorer leurs conditions de vie. Dans le cadre donc, du processus de déguerpissement de la forêt classée du Mont Péko, je viens m'enquérir un peu de l'état des lieux, de la situation de l'heure. Je repars satisfaite. Les populations, elles, méritent d'être encadrées, d'être assistées par le gouvernement. La situation des enfants est tout de même préoccupante, mais j'ai vu que elle n'est pas catastrophique en réalité. Le ministre en charge de la solidarité exhorte également au renforcement de la sécurité, au maintien de la paix et de la cohésion sociale à Bagwo et à Gowo-Zanya, deux localités où elle a remis des vivres et non-vivres aux populations au nom du chef de l'État. Problème dans la procédure de recensement des personnes handicapées sans emploi de Côte d'Ivoire. La Fédération des handicapés de Côte d'Ivoire a manifesté hier matin à la cité administrative du Plateau. Elle réclame l'implication de ses membres dans ce recensement entrepris par l'État de Côte d'Ivoire. Des explications avec Victorine Yaoyoboué.
Abidjan Plateau grogne ce matin au pied de la tour D, abritant le ministère de la fonction publique et de l'emploi. Des représentants de fédérations et confédérations des handicapés de Côte d'Ivoire protestent contre la gestion du processus de recensement des handicapés diplômés sans emploi. Processus qui devrait conduire à la constitution d'une base de données des handicapés diplômés sans emploi. À la clé, 500 postes à pourvoir dans la fonction publique par recrutement dérogatoire. Nous ne pouvons pas accepter que des organisations de personnes handicapées légalement constituées ne soient pas impliquées dans le processus de recrutement dérogatoire des personnes handicapées à la fonction publique. Le recensement des personnes handicapées sans emploi aurait été confié au collectif des handicapés diplômés sans emploi. À la direction de la promotion des personnes handicapées, on précise que cette décision est totalement justifiée. Si nous avons demandé à M. Konat David, président du collectif des étudiants handicapés sans emploi, c'est parce que justement il y a un travail de fond qui avait commencé déjà avec lui pour la constitution de la base de données. Donc nous avons voulu continuer ce processus pour qu'il puisse recueillir le maximum d'informations pour les déposer ensuite à la DPPH pour que le traitement soit fait en accord avec toutes les associations. Le collectif des handicapés sans emploi est l'instigateur de la grève de la faim des handicapés conduite sur les parvis de l'Assemblée nationale. C'est à l'issue de ce mouvement, suivi de nombreuses démarches et consultations avec les autorités de tutelle, que leur aurait été confiée cette tâche. Personne ne sera écarté, personne n'a été écarté. Nous rassurons le confédéral qu'il n'est pas exclu, bien au contraire. Et nous appelons aussi à nos frères qui sont handicapés, diplômés sans emploi, de faire acheminer tous leurs dossiers afin d'être dans la base de données pour que personne ne soit oublié. Le dernier recrutement dérogatoire date de 2008. On dénombre entre 1500 et 2000 handicapés diplômés sans emploi sur le territoire ivoirien. Parlons agriculture avec cette rencontre des producteurs de coton et d'anarcade du Tchologo. Il est question pour eux de mieux s'organiser pour produire plus et faire de meilleurs profits. Brahima Doumbia, Charles Tête. Kong, ville située à 100 km de Ferkessédougou, chef-lieu de région du Tchologo, les producteurs de coton et d'anacarde de la région du Tchologo, unis au sein d'une fertière, ont décidé désormais de prendre en main leur destin. Ils viennent de fédérer leurs efforts pour obtenir un prix rémunérateur au binôme coton-anacarde afin d'améliorer les conditions de vie des producteurs. Aux paysans, il faut voir un bon encadrement, une surveillance, pour ne pas que le produit qu'on va dessiner à un village pour donner le nombre de populations qui sont là-bas, ces intrants ou bien herbicides là vont être détournés pour vendre. C'est ensemble qu'on peut réussir. Donc si on est réunis ensemble, si on se donne la main, et c'est sûr que chacun peut gagner pour lui. La rencontre de Kong a permis de sensibiliser les producteurs de coton et d'anacarde sur la restructuration de la filière à l'image de celle du café-cacao. Tous les intervenants ont salué la naissance de l'Union des producteurs de coton et d'anacarde de la région, un véritable instrument de développement durable et de lutte contre la pauvreté. Plusieurs partenaires du monde agricole ainsi que des structures financières ont décidé d'accompagner l'UPRACAT qui est porteuse d'espoir pour les producteurs de coton et d'anacarde de la région du Tchologo. Le préfet de région du Tchologo et ses collègues des départements de Kong et de Ouangolodougou ont apporté la caution de l'État à cette entreprise. Hors de nos frontières, une dizaine de jours après l'enlèvement et le meurtre au Mali de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, journalistes français, les enquêtes se poursuivent sur place. La thèse d'une prise d'otage ratée est maintenant privilégiée. Et puis, nouvel enlèvement d'un Français, cette fois au Cameroun. Un prêtre français a été enlevé dans le nord du pays dans la nuit de mercredi à jeudi par des individus non identifiés. Pour l'heure, aucune revendication et pas plus d'informations sur les raisons de cet enlèvement. En bref, également, ouverture aujourd'hui au Maroc de la conférence sur la sécurité des frontières de la zone sahélo-saharienne. 17 pays sont attendus. L'objectif est de trouver une réponse commune aux problèmes de terrorisme, de trafic d'armes et d'immigration clandestine. Le Nigeria bénéficie désormais du soutien d'un allié de taille. Les États-Unis vont apporter leur soutien aux autorités du pays dans la lutte contre le terrorisme et plus précisément pour combattre Boko Haram.
Aux Philippines, 6 jours après le passage du typhon Haiyan, les besoins sont immenses. Malgré l'aide internationale qui commence à arriver sur place, la faim et l'insécurité gagnent du terrain. 5 jours après le passage du typhon Haiyan aux Philippines, les survivants manquent de tout. L'aide arrive pourtant du monde entier, mais les besoins sont immenses. Affamés, assoiffés, certains se sont armés pour se livrer au pillage. À Tacloban, où 10 000 personnes selon l'ONU pourraient avoir trouvé la mort, le couvre-feu a été imposé et des centaines de soldats déployés pour protéger la population. Là-bas, ils tirent, crie cette femme qui préfère fuir. Ceux-là ont creusé dans la rue à la recherche de canalisations qu'ils ont percées pour avoir un peu d'eau. C'est vraiment très difficile parce que nous puisons notre eau à partir d'une canalisation souterraine que nous avons éventrée. Nous ne savons pas si c'est sûr, il faut faire bouillir l'eau, mais au moins on a quelque chose. C'est vraiment pas très sûr parce qu'il y a plein de gens qui sont morts ici. Des morts, il y en a partout. Les corps s'entassent, identifiés ou non, il faut les enterrer au plus vite. Notre principale préoccupation, c'est de trouver un site temporaire pour enterrer collectivement les corps non identifiés et aussi un autre site pour enterrer collectivement ceux qui ont été identifiés. Mais ce mercredi, un enterrement collectif a dû être reporté. Le convoi qui transportait les dépouilles, ayant essuyé des coups de feu, a rebroussé chemin. À l'aéroport de Tacloban, les sinistrés affluent dans l'hôpital de campagne qui a été installé. Les médecins ont enfin reçu mardi un stock d'antibiotiques et d'anesthésiants. Un pont aérien a également été mis en place. Ceux qui ont tout perdu espèrent pouvoir quitter la ville sinistrée. Nous n'avons plus de maison, c'est difficile. L'odeur est épouvantable. Il y a tant de cadavres qui n'ont pas été ramassés. Des prisonniers se sont échappés, des cas de viol et de vol ont été rapportés. Face à l'ampleur des dégâts causés par l'un des typhons les plus puissants qui ait jamais touché terre, les Nations Unies ont lancé mardi un appel aux dons de plus de 225 millions d'euros. Parcourons maintenant l'actualité dans le reste du monde en bref et en images. Première destination, l'Espagne. 11 ans après, la justice espagnole a rendu son verdict dans l'affaire du Prestige et c'est l'acquittement pour le gouvernement et l'équipage du bateau. La justice a estimé qu'il n'était pas responsable de la marée noire provoquée par le naufrage de ce pétrolier battant pavillon libérien. C'était en novembre 2002 la plus grave marée noire de l'histoire de l'Espagne. Toutefois, le capitaine a écopé de 9 mois de prison pour avoir refusé le remorquage de son navire. Un religieux proche de la Syrie tué dans le nord du Liban. Il a été abattu en plein centre de Tripoli par 2 hommes à moto. Saïdine Riyeh était sunnite, membre du Front de l'Action islamique, qui regroupe les organisations sunnites libanaises pro-Assad. Une élection qui fait grincer des dents. La Chine, la Russie, l'Arabie Saoudite et Cuba ont été élus mardi au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour un mandat de 3 ans. Un choix très critiqué par de nombreuses organisations non gouvernementales qui dénoncent les atteintes aux droits de l'homme dans ces pays. 6 minutes d'enchère et un record, 142 400 000 $. C'est à ce prix qu'a été adjugé un triptyque de l'artiste britannique Francis Bacon mardi à New York. Cette œuvre consacrée à son ami Lucian Freud, peintre comme lui, devient ainsi l'œuvre d'art la plus chère du monde. L'identité de son acquéreur n'a pas été dévoilée. Retour en Côte d'Ivoire où la littérature marocaine vient à la rencontre du livre ivoirien. C'est l'affiche de la 6e édition du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan. Il s'est ouvert ce mardi pour 5 jours de promotion du livre sous toutes ses formes. Le reportage est signé Gabriel Zani. Après la coopération économique, la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc jettent les bases de la coopération culturelle. Le SILA, Salon international du livre d'Abidjan, a donné ce mardi le top départ de la collaboration entre les deux pays. Coopération souhaitée par le ministre ivoirien de la Culture, Maurice Bandama, et son homologue marocain, Mohamed Amin Isbi. Il s'agit de faire profiter à la Côte d'Ivoire l'expérience marocaine. La Côte d'Ivoire et le Maroc ont convenu au plus haut niveau
d'approfondir et d'élargir leur coopération sur des bases renouvelées pour relever les nouveaux défis et transformer le cadre partenarial en réelle opportunité d'échange, de croissance et de progrès pour les deux pays. Livre, dialogue des cultures et émergence, tel est le thème sur lequel auteurs, éditeurs et distributeurs de livres vont réfléchir durant 5 jours au Parc des Sports de Treichville. Ce sera l'occasion d'apporter des pistes de réponse aux problèmes de contrefaçon qui minent le secteur du livre. Nous sommes engagés à défendre le livre, parce que le livre est pour nous le premier moyen d'instruction et le premier outil du savoir et de la culture. Et nous rêvons de voir les livres partout, sur le territoire national. En Côte d'Ivoire, le secteur du livre se heurte encore à un lectorat très faible. Présente à la cérémonie d'ouverture du salon, Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, s'est aussi engagé à promouvoir le livre. Car selon le ministre, sans le livre, il ne saurait y avoir d'apprentissage et d'école. Plus de 400 morts pour le seul mois d'octobre sur l'île de Lampedusa. Cette petite île sicilienne est considérée comme l'Eldorado pour de nombreux migrants. Mais en lieu et place du bonheur, beaucoup trouvent la mort. La rédaction de RTI1 fait un gros plan sur ces naufrages répétitifs à Lampedusa. Quelles en sont les causes? Quelles sont les solutions adoptées depuis la base? Réponse ce soir dans le grand format de la rédaction et c'est dans le journal de 20h. Rappelons pour terminer qu'un conseil des ministres va se tenir cet après-midi au Palais présidentiel. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Très bon après-midi sur RTI1.